Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce 9e webinaire de la série Un jour, une start-up organisée par le Hub Francia. Donc pour les participants qui ne nous connaissent pas, le Hub Francia est une association, loi 1901, dont le but est d'aider ses membres à s'approprier l'IA de manière plus rapide et plus efficace. Les membres, ce sont des grands groupes, souvent utilisateurs d'IA, et les start-up, souvent pourvoyeuses d'IA. Un jour, une start-up, c'est une initiative que nous avons lancée pour mettre en lumière les solutions IA de nos start-up appliquées à des cas d'usage métiers. Et ces webinaires sont donc l'occasion de se familiariser avec des applications très concrètes de l'IA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Quam, Content Intelligence, acteur de référence spécialisé dans la valorisation de l'information textuelle grâce à une combinaison hybride mêlant deep learning, extraction de connaissances et machine learning. Quam est un membre actif du Hub puisqu'il fait également partie du programme PACIA. PACIA, une mesure emblématique de la région Île-de-France visant à accompagner les PME-ETI dans leur premier projet IA sur 3 mois avec un cofinancement de la région. Revenons à notre webinaire Un jour une start-up. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'IA pour le traitement du langage naturel, une technologie pour laquelle Quam a recensé plus de 50 cas d'usage dans quasiment tous les secteurs et domaines d'activité. Et pour illustrer le cas d'usage autour de l'automatisation des processus documentaires, l'exploitation des silos de données textuelles, l'accès à l'information et les problématiques de moteurs de recherche, nous avons également le plaisir d'accueillir Eric Rousti du groupe Le Figaro qui partagera donc son retour d'expérience sur l'une des applications Quam en production. Avant de céder donc la parole à Christian Langevin, donc CEO de Quam, et à Eric Rousti, je vais vous faire une petite mention de l'organisation pratique du webinaire. Un onglet de chat où vous pouvez networker, échanger des informations, commenter. Un onglet questions où vous êtes invité à inscrire toutes les questions auxquelles nos experts vont ensuite répondre. Un onglet sondage pour nous donner votre avis en fin de webinaire. Très bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Christian Langevin, CEO de Quam. Eric Rousti, responsable de l'informatique éditoriale du Figaro. Donc, nous allons passer quelques minutes en votre compagnie. Donc, nous allons démarrer par une présentation PowerPoint classique où je vais vous expliquer ce que fait Quam dans le traitement du langage naturel. Et après, on fera un focus sur l'application de l'IA pour le langage naturel à toutes les problématiques de processus documentaire et moteur de recherche. Eric prendra la parole pour vous décrire en quelques mots comment un projet s'est mené, et en l'occurrence celui qu'on a fait ensemble l'année dernière, et on ira montrer quelques illustrations en ligne si la technique nous le permet. Voilà, donc on va démarrer par une présentation. Donc, Quam est nous, on s'appelle plutôt PME parce qu'on a 12 ans d'existence, donc on n'est plus une start-up, mais on est dans l'écosystème des Cap Digital, Hub Francia, etc. Donc, on a été récompensé par plusieurs projets de recherche et investissement d'avenir, et nos technologies sont développées en France, d'accord, et on est dans une logique de développement en France et d'hébergement en France pour les applications qu'on héberge en France. Donc, on est une société indépendante qui appartient à son management. Voilà, et on a des clients assez nombreux maintenant puisque la société est en croissance dans plusieurs secteurs d'activité que je vous passerai en revue. Voilà, et on a une triple activité en tant qu'éditeur de logiciels. On édite une plateforme dont on va parler majoritairement aujourd'hui, d'analyse de données textuelles. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On a également une plateforme de surveillance et détection d'informations web et réseaux sociaux, ce qu'on appelle traditionnellement la veille web. Et on a une plateforme dont on parlera aujourd'hui, puisque elle est combinée avec la partie analyse de données textuelles au groupe Le Figaro, qui est
une verticale métier autour de la gestion documentaire et du moteur de recherche. Nos produits sont utilisables en SaaS ou en premise ou dans des formats hybrides. Et puis, on est une équipe d'experts pour accompagner nos clients et leurs projets. Voilà. Donc ça, je vous passe. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de données textuelles, d'IA et de sémantique? Alors, on a 2 slides qui illustrent ça. Des documents, il y en a partout dans les entreprises. Donc, vous aurez la présentation et le replay. Donc, il y en a dans les RH, dans le juridique, dans la documentation technique. Et aujourd'hui, on va s'attacher à regarder ce qu'on appelle les productions éditoriales. Donc, un journal emblématique comme le Figaro est un archétype de la production éditoriale, mais il y a de la production éditoriale aussi dans les entreprises puisqu'on produit du contenu. Voilà. Si on raisonne en termes d'application métier, aujourd'hui, on va être dans le carré des cas d'usage qu'on appelle les applications métiers et documentaires. Mais vous voyez que par ailleurs, on sait traiter des fichiers qui sont éparses, donc ça, c'est notamment les parties contractuelles, juridiques et autres. On sait traiter des fichiers d'email, donc là, il y a plusieurs cas d'usage, notamment dans tout ce qui est relations clients et aussi investigation numérique, enquête, détection de fraude et autres. Voilà, donc on va passer un peu ça en revue dans les cas d'usage. Je vais vous faire une introduction à c'est quoi les technologies dédiées à l'exploitation des données textuelles. C'est des technologies qui sont apparues dans les années fin des années 90, d'accord, originellement avec le premier carré qu'on voit le symbole qu'on voit en orange qui est la sémantique. La sémantique, c'est de construire des vocabulaires, d'accord. Ce qui se faisait à la main dans les centres d'information et de documentation et qui aujourd'hui se fait différemment. Et ça se fait par une autre brique qu'on appelle le Natural Language Processing ou le TAL en français, le traitement automatique du langage, qui a pour but de définir des règles qui associent des mots, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour bâtir des algorithmes qui permettent de reconnaître le texte. Et nous, on a couplé ça avec des technologies plus récentes pour des raisons de productivité sur lesquelles je reviendrai, avec ce qu'on appelle le big data. C'est des technologies qui permettent de calculer automatiquement à partir de l'analyse Internet ou de gros silos de données les termes importants des corpus. Et pour décupler la productivité des applications, on utilise aujourd'hui, c'est complété par des technologies de deep learning et de machine learning pour muscler effectivement ce qu'on appelle le référentiel ontologique dans nos métiers. Voilà. Alors, c'est cette combinatoire. Donc, à quoi ça sert l'analyse de données textuelles? Il y a 2 grandes familles de cas d'usage. Il y a ce qu'on appelle l'extraction de métadonnées ou de mots-clés, hein, suivant le vocabulaire qu'on veut utiliser. C'est-à-dire, c'est d'attribuer des caractéristiques à des documents pour s'en resservir dans différentes applications, métiers, moteurs de recherche, gestion de dossiers ou autres. Et il y a une deuxième famille d'applications de l'extraction de données à partir de texte, c'est de l'analyse de grandes masses de texte pour trouver, donc ça c'est typiquement dans le cas de l'investigation, c'est pour trouver des tendances, définir des patterns et retrouver des pépites ou des documents rares dans une grande masse de données sans avoir à tous les lire, pour simplifier le discours. Alors, la base de comprendre les textes, c'est quoi? Ben là, je crois que c'est un article du Figaro d'ailleurs, où s'il passe dans notre moulinette, on reconnaît que Capgemini, c'est une société, Altrans en est une autre, les services d'ingénierie, c'est un concept thématique, transformation numérique. C'est-à-dire que le système comprend de quoi il est question dans l'article. D'accord? Donc ça, c'est le principe général. Et si on l'illustre par un autre article, une fois qu'on a reconnu tous ces termes, vocabulaire, personne, société, on sait les ranger automatiquement dans différentes catégories. Alors, pour aller un peu plus loin dans la technique, il y a ce qu'on appelle les entités nommées générales. Donc ça, c'est société, Renault, Carrefour, les personnes, Emmanuel Macron, Jean Castex, etc. Les lieux, Paris, région sud et autres. Il y a ensuite, ça c'est une autre famille, ce qu'on appelle les entités qui peuvent être des produits iPhone 12, Renault Mégane, etc. D'accord, donc qui sont spécialisés par métier. On a la même chose dans les concepts qui sont les concepts généraux thématiques. Donc, c'est véhicule autonome, c'est un concept de transport. Et nous, on en a environ une quinzaine de catégories. Et après, sur des univers spécialisés,
on va rajouter des concepts thématiques qui peuvent être liés à des propriétés, des chimiques, des opérations dans la maintenance. Pour le groupe EDF, c'est de l'analyse liée à la documentation technique, donc c'est des choses très spécialisées. Et on a en fait deux autres dimensions, ce qu'on appelle les relations. C'est effectivement, donc c'est pas trop dans le cas d'usage qu'on a aujourd'hui, mais c'est de savoir par exemple qu'une société lance un produit, et ben on a calculé automatiquement que c'était un lancement de produit. Et pareil pour les nominations, et donc on a une dizaine de relations standards, et on fait des relations sur mesure pour effectivement chaque cas client qui nous dit trouvez-moi les relations entre telle clause d'un contrat et telle autre clause pour voir si effectivement elles sont bien liées. Voilà. Et un dernier point qu'on appelle l'analyse de sentiment, qui est surtout lié aux enquêtes produits, avis clients et aux enquêtes RH, d'accord, qui est le ressenti, l'opinion sur un produit, l'opinion sur un management. Donc, on verra dans les cas d'usage qu'on a autour du sentiment, on analyse le retour de mission de la Marine nationale, où il y a 15 000 questionnaires assez élaborés et comptes rendus qui arrivent tous les mois. Et ça permet de savoir si une opération s'est bien passée, si il y a eu des problèmes à la cantine sur un bâtiment de la marine, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut extraire des textes. Donc ça croît à toute allure puisque il y a 10 ans, on savait extraire les noms de personnes et de sociétés. Les concepts, c'était pas très fiable et le reste, on savait pas faire. Et aujourd'hui, avec ces technologies hybrides, on avance à toute allure dans les possibilités. Voilà. Donc, c'est adapté à quoi? Au traitement de gros volumes de données. Donc, on verra dans le cas du Figaro, on parle en millions d'archives, etc. et en une production qui est permanente. Donc, c'est l'automatisation de ce qu'on appelle les tâches de qualification, tri, analyse et des documents. D'accord? Nous, on a une double approche. On a une approche produit où il y a de nombreuses ontologies standards intégrées qui est orientée actualité généraliste. On en a aussi des sectorielles. Et on a effectivement des ontologies spécialisées pour les cas d'usage spécifiques qui sont quand même au moins 2/3 des applications. Voilà. Et les usages sont multiples. Il y en a 4 familles. Il y a toutes ces solutions sont utilisables en API pour enrichir des documents qui viennent d'une autre application. Il y a un usage dont on verra quelques exemples qui est le pilotage de corpus à destination de pilotage, d'analyse, d'enquête ou autre. Il y a le cas d'usage moteur de recherche et accès à l'information qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a ensuite l'export de données pour remettre dans d'autres applications. C'est-à-dire que l'export de données, c'est vous recevez 100 000 documents, ils sont en vrac, et vous les retournez à celui qui vous les a donnés à traiter, organisés avec toutes les caractéristiques qu'on a pu voir il y a quelques instants. Voilà. Alors, les cas d'usage, nous, on en distingue 3 grandes familles. La première famille, c'est les silos de données métiers, d'accord, qu'il y a dans les entreprises et les organisations. Donc, il y a ce qui s'appelle l'ingénierie reprise d'archives, la dématérialisation et tous les silos de données textuels et documentaires, d'accord. Donc, dans les médias, ça prend tout son sens puisque les médias produisent beaucoup de contenu, ça c'est leur activité principale, mais vous avez aussi les gens qui utilisent beaucoup de contenu pour leur activité qui rentrent dans le même famille de cas d'usage et je l'ai encerclé parce que on va se focaliser sur ce cas d'usage aujourd'hui. Il y a d'autres familles de cas d'usage sur ces données métiers. Il y a tout ce qui est lié aux messages, email. Ça, c'est la sphère relation client en partie. C'est quand vous interagissez avec des clients, il y a plein de documents qui s'échangent. Eh bien, c'est de les capter à partir des emails des collaborateurs pour les intégrer dans les plateformes CRM. Et vous avez également le dispatch quand des choses arrivent sur des plateformes et que votre mutuelle vous redemande votre RIB. C'est envoyé automatiquement au service financier ou au service concerné. Et en fait, il y a la partie analyse de stock d'emails pour notamment voir ce qui s'est passé quand on a le cas là où un contrat, la gestion d'un contrat international a pris 10 ans et à un moment donné, ça a divergé et la direction veut comprendre. Il y a des dizaines de milliers de documents, des centaines de milliers d'emails et on veut essayer de trouver à quel moment on a pu se faire doubler ou quelle bêtise on a fait. Donc ça, et il y a ce qu'on appelle l'hybridation de données, c'est un truc plus technique
qui permet d'analyser les textes dans les bases de données relationnelles. Voilà. L'autre famille de cas d'usage et d'accès à l'information, c'est quand il y a à la fois des informations de métier, qu'il peut y avoir du web. Donc là, il y a du coup toute la problématique de moteur de recherche, analyse de documentation, technique, knowledge management, scientifique, intelligence, comme on dit dans la santé. Donc ça, c'est la logique d'accès à l'information et qui est aujourd'hui assez pauvre dans la plupart des applications métiers, et c'est d'enrichir les applications métiers. Donc, on est en contact avec plusieurs des grands industriels du transport notamment, donc je ne les citerai pas, mais qui entretiennent des matériels et qui ont des dizaines de millions de pages de documentation technique. Voilà. Il y a une autre famille de cas d'usage qui est tout ce qui est analyse de risque, e-réputation, enquête. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps là, mais c'est toute enquête, investigation, détection de fraude, donc c'est l'environnement de banque, finance et autres, passe par l'analyse de documents. Et aujourd'hui, avec la demande autour de meilleur respect de la réglementation, de la compliance, tous ces documents se retrouvent dans des silos de données, et c'est bien d'extraire effectivement des indicateurs, les noms de personnes dans les contrats, pour pouvoir à un moment donné voir tous les contrats dans lesquels il y a telle boîte qui est impliquée, ce qui aujourd'hui est fait principalement à la main. Ça peut s'utiliser dans la RGPD pour identifier les personnes dans les silos de données et voir si on est bien conforme, et donc du coup anonymiser certains repositories de données. Et en fait, ça sert également dans la pharmacovigilance pour l'exploitation des données de santé. Autre famille de cas d'usage sur lequel je ne vais pas rester longtemps, c'est l'analyse de l'information web pour des applications de ce qu'on appelle business ou market intelligence. Donc, par exemple, on équipe le groupe Compass avec toutes les données web où on a trouvé des personnes qui parlaient de projets sur un sujet. Et dernière famille d'applications, c'est l'analyse des informations générées par des humains, d'accord? Donc là, il y a toute la partie verbatim client, expérience client. Il y a, comme je vous l'ai expliqué avec le cas de Marine Nationale, les enquêtes RH, la cartographie des compétences. Ensuite, il y a les analyses d'enquête, donc questions ouvertes, études d'opinion. Donc, on avait été retenu l'année dernière pour analyser les 5,5 millions de verbatim du grand débat, d'accord. Et enfin, dernière famille d'applications où il y a des remontées humaines, c'est dans beaucoup d'installations industrielles où il y a peu d'humains. En fait, les incidents se remontent par des photos prises avec un téléphone, des commentaires, et qui arrivent sur une plateforme. Eh bien, pour gérer ça, quand il y en a beaucoup, il faut des outils. Sinon, c'est un opérateur qui regarde. Voilà. Donc, on va rentrer. Donc, ça, c'est les familles de cas d'usage. On pourra répondre si vous avez des questions là-dessus. Là, on va commencer la partie avec quelques exemples qui vont introduire la partie d'Éric avec le cas du Figaro. Alors, ça, c'est des copies d'écran pour vous montrer concrètement à quoi ressemble mettons, comment je caractérise un document. Donc là, c'est un document justement extrait du Figaro. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la machine? Elle a vu cet article là, sur les relocalisations, et elle a mis tous ces mots-clés, d'accord, automatiquement au document. Voilà. C'est-à-dire, ça a caractérisé le document. Donc là, on le verra en live tout à l'heure. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des outils de pilotage pour dire il y a des métadonnées qui ne m'intéressent pas. Donc, en fait, on fournit également un back-office pour ne pas garder certains utiliser de préférence certains. Voilà. Donc ça, c'est une famille, c'est un document. Au lieu que ce soit des personnes qui ne le font plus d'ailleurs, qui mettent, et c'est ce qui fait que les documents se retrouvent en vrac dans les silos de données, c'est là le système, au moment où le document lui est fourni sous forme d'une API, le retourne dans le circuit avec toutes ces métadonnées qui peuvent être organisées suivant les dimensions que j'ai exposées tout à l'heure. Et à quoi ça sert? Donc, j'ai pris l'exemple du cas d'usage du moteur de recherche. Ça fournit ce qu'on appelle des facettes au moteur de recherche qui sont des dimensions de recherche. Ça peut illustrer le document, comme c'est le cas ici, que ça vous sera montré avec ce qu'on appelle l'aide à la lecture rapide. Voilà. Donc, il y a d'autres cas, ça on le verra en ligne. Et on a, c'était des exemples du Figaro, là on a des exemples d'autres applications. Hein.
où il y a des vignettes qui sont mises, il y a des mots-clés qui sont mis pour des thématiques dans différentes couleurs, voilà. Ensuite, il y a une autre famille de restitutions qui sont toutes les dashboards et tableaux de bord. Donc, je vais vous en montrer juste quelques-uns. Il faut savoir que toutes ces données pour lesquelles on a calculé ce qu'on appelle des métadonnées, ça permet de faire des tableaux de bord automatiquement et des graphes d'exploration, d'accord ? Et dans ces applications, il y a toute une famille d'applications, notamment tout ce qui est enquête, analyse et autres. On ne rentre pas par le moteur de recherche, mais on rentre par des tableaux de bord où on va cliquer sur une dimension. Donc, je ne sais pas, là, c'est une synthèse d'un silo de données. Je revois ce qui parle de pouvoir d'achat. Je clique sur pouvoir d'achat, mais je démarre mon interaction avec le contenu par le tableau de bord. D'accord ? Où je peux démarrer par des graphes, des camemberts. Donc, si je veux cliquer sur une société, je clique sur la société et en fait, j'accède à mon information par mon pilotage et mes tableaux de bord. Donc ça, c'est une façon très nouvelle d'accéder à l'information. Donc ça, c'est plutôt dans les logiques où il y a du volume et vous êtes à rechercher un document particulier qui a une dimension que vous suivez. Si vous suivez dans tous les contrats que vous avez dans une entreprise, vous suivez telle entreprise, Bouygues Télécom, vous cliquez sur Bouygues Télécom et vous allez avoir le tableau. Vous allez avoir non seulement, c'est pas qu'un accès à la recherche, c'est que les tableaux de bord se recalculent en temps réel, d'accord ? Donc, si vous cherchez les contrats de Bouygues Télécom avec votre département machin, et vous aurez au fur et à mesure, vous cliquez sur Bouygues Télécom ici, vous aurez les autres dimensions, et elles sont cachées là pour des raisons de confidentialité ici. Vous verrez contrat résilié, par exemple, et vous aurez la liste des contrats résiliés directement à partir d'un accès tableau de bord. Donc, il y en a une infinité de tableaux de bord qui peuvent être fournis. Et donc, pour vous donner quelques exemples, on a environ 200 tableaux de bord potentiels si on croise toutes les données. Donc, on assiste et on conseille nos clients dans ceux qui sont utiles par rapport à leur cas d'usage. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Eric, qui va vous faire part de son retour d'expérience et un peu de notre historique avec le groupe Le Figaro, qui est un client très ancien et fidèle, et je remercie de leur confiance parce que quand on les a connus, on était une micro-société et ils nous ont aidés à grandir et je l'en remercie. Voilà, on va désinfecter la souris pour respecter. Tu veux faire une petite chose ? Ouais, peut-être plus simple. Merci. Merci Christian et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé entre Quam et Le Figaro depuis maintenant de nombreuses années, puisque nous avons commencé les premiers tests en 2009. Donc Le Figaro en chiffres, bon évidemment, vous savez que c'est un grand quotidien de presse quotidienne nationale. Nous disposons de 450 journalistes en moyenne pour nos différents titres, avec une production de 220 000 articles qui sont rédigés chaque année. Ce qui fait effectivement beaucoup de données à traiter. Et nous avons en place une base d'archives qui s'appelle Rosetta au Figaro et qui regroupe à présent près de 3 millions d'articles qu'on a archivés depuis 1997. Nous avons en plus l'ambition de reprendre l'ensemble de nos archives depuis 1947, ce qui va nous multiplier par 2 l'ensemble des données qu'on aura dans notre base d'archives. Donc le projet Figaro qu'on a réentamé en 2019 et qu'on a fini cette année, le Rosetta, c'est avant tout la mise en place d'une base d'archives de nos publications qui doivent servir exclusivement à nos journalistes afin de pouvoir étayer leurs recherches et de leur permettre de préparer leur dossier thématique lors de préparation de leurs articles, de rester en veille sur certaines thématiques. Donc l'outil permet de se pré-programmer des veilles qui arrivent ensuite soit dans l'outil, soit par mail, et d'approfondir grâce aux différents mots-clés qui sont affichés ou des liens vers des titres concurrents mais qui parlent de la même thématique, permet de rebondir et d'affiner l'ensemble de nos recherches.
Donc l'histoire de Quam et du Figaro commence en 2009 avec la première version de Rosetta, qui donc était sur d'autres technologies et qui avait un moteur de recherche, Sinequa, qu'on a abandonné en 2020. Et en 2020, donc, nous avons souhaité revoir cet outil qui commençait un petit peu à vieillir pour en refaire une version qui soit plus mobile, essentiellement, pour nos journalistes. Donc, les enjeux de Rosetta 2020 étaient liés par deux aspects. Un premier qui était conjoncturel. Lorsqu'on a commencé en 2009 avec Rosetta, nous avions un service de documentation d'une quinzaine de personnes. En 2020, il ne reste plus que 4 documentalistes pour autant de journalistes, puisque eux sont toujours en train de produire du contenu. Et au départ, l'indexation des documents était faite à la main. C'est-à-dire que tous les articles qui rentraient dans la base étaient épluchés, étaient documentés, thématisés de façon manuelle par des documentalistes dont c'était le métier. Avec la diminution des effectifs, on a évidemment un problème pour répondre en temps réel à la catégorisation des articles. Et nous avions déjà entamé pour le Figaro.fr différents outils de connexion avec Quam qui permettaient de proposer en quasi live pour un article qui était saisi pour le Figaro.fr l'ensemble des mots-clés qu'on pouvait attacher à ces articles. De la même façon, l'outil proposait automatiquement l'ensemble des derniers articles produits sur le Figaro.fr et qui parlaient de la même thématique. Donc l'idée a germé et on s'est dit, mais pourquoi ne pas automatiser la thématisation de nos articles et de normaliser selon différents critères ce qui est affiché pour nos journalistes. Puisque non seulement on traite l'ensemble des articles du Figaro, mais nous avons également des partenariats avec nos concurrents directs, puisqu'on s'échange nos données, ce qui du coup double le nombre de documents dans la base. Et ce qu'on souhaite faire, c'est qu'une thématique est abordée au Figaro et celle qui est abordée au Monde, que finalement, lorsque le rédacteur fait sa recherche, on lui remonte des documents qui correspondent aussi bien au Figaro qu'au Monde. Donc c'est ce qu'on appelle le traitement en masse, avec une automatisation automatique de tous ces mots-clés, aussi bien sur l'ensemble de nos productions. Également, on intègre ce qu'on appelle les dépêches d'agence, qui elles aussi doivent être normalisées en termes de mots-clés. Et ce qui fait au total plus de 6 millions d'articles qui sont indexés dans Rosetta. En termes de performance, ce qu'a offert Rosetta, c'est qu'elle est ouverte à l'ensemble de nos journalistes. Elle répond de façon, vous le verrez, plutôt rapide pour une utilisation. En général, il y a 300 personnes qui se connectent tous les jours pour faire leur recherche. Et grande innovation, puisqu'on a quand même moins de documentalistes qui peuvent faire des dossiers thématiques pour nos rédacteurs, c'est le fait que nos journalistes deviennent autonomes en ayant épuré la partie de l'application. On s'est un peu, même beaucoup inspiré de ce que fait Google, puisque nos rédacteurs trouvaient que c'était quand même plus facile de chercher sur Google des documents internes. On s'est dit que c'était quand même pas la meilleure solution et on préfère les conserver dans un environnement qui soit plus protégé et sur lequel les sources sont sûres. Voilà, donc tous nos articles, dépêches et textes des concurrents sont ce qu'on appelle formatés automatiquement à l'entrée de Rosetta. Alors en termes d'usage, l'application qu'on a développée avec Quam est une interface responsive, puisque maintenant on a beaucoup de journalistes, d'autant plus avec la Covid actuelle, qui ont besoin de travailler en itinérance, donc soit de chez eux, soit sur des tablettes, des mobiles, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version. Donc on a repensé toute l'architecture graphique pour permettre un usage aussi bien depuis leur bureau que depuis leur smartphone. Donc ça nous permet également, avec les connecteurs de Quam, d'avoir greffé notre liseuse. Donc on a toute comme la liseuse du site du Figaro, sauf que là elle est mutualisée avec nos confrères. C'est-à-dire que lorsqu'on a des articles qui sont référencés dans la base,
automatiquement, on peut aller ouvrir le journal correspondant à cette date et à cet article directement dans un kiosque. De la même façon, avec les API, on peut faire des exports puisqu'on partage et on revend nos contenus. Donc, une fois que tout est vérifié en interne, on exporte nos contenus vers les partenaires ou des sociétés qui permettent de la revente, la syndication de nos articles. Sur notre expérience avec Quam, évidemment, la puissance du moteur d'indexation est un fort enjeu pour nous, puisque ça permet malheureusement de remplacer des personnes, mais de le faire correctement en termes de catégorisation automatique. Également une forte valeur ajoutée du fait de la connaissance du métier de la presse, puisque nous bossons depuis maintenant de nombreuses années ensemble. Et ce qu'on a reconnu, c'est le fait que à chaque fois, on challenge Quam sur le retour utilisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la technique, c'est également de se mettre à la place d'un journaliste qui fait une recherche, qui lui ne cherche pas à savoir si c'est intelligent ou pas intelligent. Ce qu'il veut, c'est un retour efficace qui permette de répondre rapidement à sa demande. En termes de durée de projet, nous avons mis environ 8 mois entre le moment où on a décidé de la refonte de Rosetta 2009 pour une mise en prod qui s'est faite 8 mois plus tard, donc l'ouverture de Rosetta 2020, le 29 avril dernier, en plein confinement, ce qui a permis à nos journalistes de pouvoir travailler plus confortablement depuis chez eux. Voilà, donc là, sur la partie architecture, on voit assez rapidement qu'on a différents flux qui intègrent la base, donc QES, avec nos partenaires de la PQHN, donc presse quotidienne, hebdomadaire et nationale, nos propres flux, ainsi que des sources partenaires ou des agences, puisqu'on a intégré également Factiva, qui est une plateforme de syndication, qui, elle, permet de remonter encore plus de contenu que nos partenaires habituels. Voilà, donc vous avez ensuite le traitement de texte. Une fois que les données sont intégrées, via l'API, elles passent dans le Quam Text Analytic, qui permet d'automatiquement d'enrichir l'ensemble des productions. Comme le disait Christian tout à l'heure, nous avons ensuite ce qu'on appelle une GED, donc une application, un back-office qui permet à nos documentalistes de valider la donnée et éventuellement de l'enrichir, de relier à nos publications PDF. Là, il y a un petit travail, un gros travail même, de documentaliste, qui permet ensuite à nos rédacteurs de lancer leur recherche et de pouvoir livrer à nos partenaires. Alors, il faut se brancher, donc il faut faire une manip. Alors, il faut arrêter le partage. Non, il faut refaire le partage. Voilà. Et il y a une petite manip pour partager l'écran en bas. L'écran. Tu sélectionnes l'écran. Voilà. Tu valides. Et tu vas dans l'onglet Rosetta. Voilà, donc là, vous voyez l'interface qu'ont nos journalistes. Donc le matin, quand ils se connectent, on a un mini dashboard qui permet de retracer l'actualité du jour. Donc évidemment, depuis quelques mois, le tableau de bord n'évolue pas vraiment. On se retrouve avec les mêmes mots-clés qui remontent. On peut également inclure, donc là c'est vraiment la production du Figaro et celle de la presse quotidienne nationale et régionale. Et ensuite, on peut également regarder si, en ajoutant les dépêches d'agence, on n'a peut-être pas réfléchi. On n'est pas il faut se reconnecter. On va se reconnecter. On va attendre que les nuages reviennent. On peut inclure les dépêches d'agence. Et on voit que malheureusement, il n'y a pas tellement d'effet de changement sur la thématique qui remonte. Donc ça, c'est le tableau de bord de nos journalistes avec les articles les plus récents qui sont publiés sur notre site. Alors, évidemment, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas d'articles qui me sont attribués. Mais sinon, on peut voir également la production qui a été faite et où se trouvent mes articles dans la base. Et ensuite, différents liens. Donc, on a un système d'alerte, des dossiers thématiques qu'on peut se constituer au fil de l'eau et partager avec la rédaction, ce qui permet également à la documentation de faire des dossiers thématiques. Alors, malheureusement, c'est souvent sur des nécrologies, lorsqu'on a des grandes personnalités qui décèdent.
les documentalistes poussent à l'ensemble des services des dossiers qui permettent d'enrichir le contenu. Voilà, Factiva et la JET qui permet d'éditer. Donc effectivement, on voit que l'ensemble de ces mots-clés sont cliquables et permettent de remonter l'information du jour. Donc nous avons ce qu'on appelle des facettes qui permettent de voir quels sont les titres qui ont traité. Là, on est sur la crise sanitaire. Donc typiquement, aujourd'hui, les Échos ont fait 15 articles sur la crise sanitaire, le Figaro en a fait 12. Sur nos valeurs, donc le Figaro.fr également. Et on peut ensuite affiner pour voir ce qu'il y a. Alors, on va rester prendre l'article chez Libération qui parle de la crise sanitaire. Et on voit apparaître ici, catégorisés, les différents mots-clés. Donc là, les patients, la crise sanitaire, la hausse de salaire, la régionalisation, donc Paris, Lyon, Lille, et des thématiques comme la PHP, sur lesquelles ensuite on peut rebondir. Donc là, on est vraiment sur la date du 15, du 15-10, donc celle d'aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, le rebond est assez faible, surtout que là, je suis rentré dans un entonnoir qui est celui de Libération, où j'ai peu d'articles. Donc si je remonte, là j'ai tout le monde. Si je veux aller voir la conjoncture avec la... Qu'est-ce qu'il y a? La hausse de salaire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Les restructurations peut-être. Voilà, donc on voit que j'ai 2 articles qui parlent de restructuration qui sont sur le Figaro.fr. Donc là, typiquement, je peux aller directement lire mon article avec les différents concepts classés par thématique, sur lesquels ensuite on peut à nouveau rebondir. Donc on peut ensuite relancer différentes recherches. Et ce qui est intéressant pour nos journalistes, c'est de savoir ce qui se passe chez nos partenaires. C'est-à-dire que typiquement les Échos, eux qui parlent beaucoup de restructuration, on peut rebondir sur un article des Échos qui parle de la même thématique. Voilà. Et on a également l'accès direct au PDF pour pouvoir accéder, on va le lancer, à la page si on veut être dans un mode de liaison. Également un accès aux dépêches, donc en temps réel. Alors, on va se connecter. Voilà, donc là c'est en temps réel. Ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on a effectivement ici une timeline qui est assez intéressante. Lorsqu'on a une thématique, donc là sur l'industrie. On a les occurrences du nombre de fois où apparaissent ces mots-clés ou ces thématiques. Et on peut ensuite affiner si on se souvient qu'effectivement, c'était plutôt au mois d'août qu'on était intéressé par cette notion de restructuration. On va retrouver les dépêches qui parlaient de cette thématique. Voilà, donc ça, c'est également des filtres qui sont intéressants pour nos journalistes afin d'affiner leur recherche. Voilà. Puis des barres d'outils qui permettent de se créer des alertes ou de filtrer de façon différente. Question, tu peux montrer un document? Un document. Pour montrer les métadonnées comme c'est en mode éditeur. Alors, on va prendre dans celui-ci des Échos. C'est pas forcément. J'ai rien cassé. Donc là, on passe en mode JED, où on va sur la qualification, voir qu'on a donc des personnalités, les sociétés qui sont citées dans le document, les différents lieux, les sujets sociétés et différents concepts. Donc tous ces mots-clés-là sont indexés et permettent de retrouver ce document à partir des mots-clés. Très bien. Je vous propose de garder, parce que l'heure tourne, du temps pour les questions. Il faut qu'on se remette sur la partie pour voir les questions dans le chat, non, sur le navigateur. Voilà. Là, voilà. Dans les questions. Quel partage? Je ne sais pas. On va dans les questions. Donc, est-ce que si vous avez des questions,
puisque la durée prévue est 45 minutes. Vous les poser soit dans l'onglet questions, soit éventuellement sur le chat. On regarde les deux onglets en même temps. Pas de questions? Si, peut-être dans le chat, j'ai vu. Dans le chat. Oui, Oui, tout à fait. Donc là, autant je pense que sur le Figaro, on passe un peu de temps à éventuellement ajouter notre valeur, l'ADN du Figaro en termes de mots-clés. Sur tout ce qui est flux partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus que 4 personnes qui sont en mesure d'indexer le contenu, et donc tout est fait automatiquement. Et l'intérêt de passer nos propres publications dans ce filtre permet d'harmoniser les mots-clés par rapport à nos partenaires. Oui, alors ça, Eric fait bien de mentionner ça. Un des avantages de l'indexation automatique, c'est qu'on enlève les biais humains qui peuvent exister dans les équipes quand il y a des partenaires, puisque là, il y a l'indexation automatique est homogène, puisque les mêmes mots-clés seront utilisés, alors qu'on s'aperçoit quand il y a des différents services ou personnes ou équipes, vous apercevez que les gens n'appellent pas les choses de la même façon. Voilà, donc l'automatisation rend homogène cette indexation, sachant que, comme l'a dit Eric, l'humain peut toujours reprendre la main parce qu'il y a forcément des scories, il y a toujours des erreurs, hein, peut prendre la main, et quand il corrige une fois pour toutes, en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que si vous avez un mot-clé que vous ne voulez jamais voir dans votre référentiel, vous le bannissez et il ne reviendra plus jamais. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un pilotage humain, mais qui est un pilotage non pas unitairement d'un article ou d'une tâche qui s'est mal faite, mais le pilotage global de l'outil, des référentiels, des algorithmes, de tout ce qui tourne, ce qui fait que c'est ça qui amène l'harmonisation, la productivité et la scalabilité, parce qu'à la limite, on rajoute, je ne sais pas, quand il y aura les vieilles archives, s'il avait fallu les indexer à la main, ça aurait été impossible. C'est pas possible, on avait autant, voire plus d'années à indexer. Donc là, je vous dis, de 47 à 97, on a plus de 3 millions d'articles qui vont être intégrés d'ici la fin de l'année. Voilà. Il y a une autre question, de quelle façon les documentalistes ont été associés? Alors, moi, je m'occupe de toute la partie de l'informatique éditoriale, donc c'est pas vraiment l'informatique à proprement parler, donc c'est pas du développement, c'est beaucoup d'approches métiers. Donc, la documentaliste Sophie Guerrier, c'est elle qui a chapeauté la partie métier. Donc, c'est elle qui a demandé à ce que l'ergonomie soit de telle ou telle façon, qu'on propose telle ou telle facette. Donc, c'est vraiment les documentalistes, par le biais de la responsable, qui ont créé cette application, puisque, vu la baisse de leur effectif, il fallait que l'outil réponde en partie à ce que faisaient d'autres personnes avant. Donc, c'est vraiment les documentalistes qui ont mis leur pierre à l'édifice et qui ont demandé à ce qu'on fasse un outil simple et qui automatise certaines tâches qui étaient très chronophages de leur côté. Je vois d'autres questions. Alors, en fait, comment on fait un résumé, d'accord? C'est qu'en fait, quand vous prenez un document qui a un certain volume, vous apercevez qu'il y a plein de parties qui sont des parties de liaison, etc. Donc nous, on extrait toutes les parties signifiantes comme on a pu le voir dans une des copies d'écran. Et donc après, quand les documents sont très longs, de ces parties signifiantes, on va adapter le modèle général avec le cas d'usage du client, et il va nous dire, vous allez me garder que les parties qui concernent telle application, telle problématique à laquelle je m'intéresse. Et donc au final, si vous voulez, les parties intéressantes qu'on a extraites, alors soit on garde que les termes pertinents, soit on garde les phrases où il y a ces termes pertinents, et donc votre document de 50 pages, il va se résoudre à 2 pages. On a eu le cas d'usage dans les déclarations de sinistre, où ça dure plusieurs pages, et en fait, le client voulait savoir les parties prenantes, les personnes impliquées, le lieu, et il y avait toujours une partie sur les dégâts, d'accord, et la partie dégâts.
tout le reste, il peut toujours y avoir accédé, mais pour la lecture rapide, cette extraction faisait un résumé ou une synthèse, peu importe comment on l'appelle, c'est-à-dire le système sort les éléments les plus signifiants dans le contexte d'usage qui était… mais là, pour vous donner un exemple, ça résumait un document de sinistre à une page, en fait. Voilà. Mais il y a toujours l'adaptation du modèle au cas d'usage. Et donc, on a aujourd'hui toute une méthodologie qui permet de faire ces documents. Et c'est vrai qu'il y a dans la sphère juridique, contractuelle notamment, il y a pas mal de demandes autour de cette problématique. Voilà. Donc, c'est possible. C'est même un des cas d'usage qui monte. Voilà. Voilà. Il nous reste encore 2-3 minutes. Sinon, la présentation et le replay vous seront envoyés. On vous y associera. On a publié un livre blanc sur l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle, nous, la valorisation de contenu ou le traitement du langage naturel, peu importe, où il y a d'autres cas d'usage dans l'industrie avec EDF, avec la Marine nationale et des points de vue d'experts, plus un petit historique de l'IA appliquée au traitement du langage naturel, ce qui permet de voir comment, qui est fait par un des principaux spécialistes français qui est dans un des grands laboratoires français du sujet, qui fait, puisque ces technologies ont commencé à exister dans les années 50 et l'usage industriel est maintenant. Voilà, donc l'IA a une longue histoire et pour donner juste un point pourquoi on peut faire ces technologies aujourd'hui dans des PME, c'est que la puissance de calcul disponible est très peu chère. Donc, nous, pour piloter la partie Quantext Analytics chez nous et faire le logiciel, il y a un cluster d'environ 15 machines qui analysent des documents de toute nature, du web, des clients, etc., pour bâtir et améliorer en permanence les référentiels et les algorithmes qui sont utilisés. D'accord. Donc, j'aime bien donner le Quam, qui est une boîte aujourd'hui de 18 personnes. On a 48 serveurs, une ferme de 48 serveurs, voilà, très puissant. Voilà, donc on manipule et on calcule de la data en permanence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On regarde sur le chat. Écoutez, on laisse encore 1 ou 2 minutes pour les questions. S'il y a des questions qui viennent après, vous aurez nos coordonnées dans ce qui vous sera envoyé et dans les documents. Et donc, sachez qu'on a des démonstrations standards pour prendre vos documents et vous montrer à partir de leur upload, juste comme ça, ce que ça peut extraire dans le format générique, d'accord ? Tant sur des documents métiers que sur des documents issus du web. Voilà. Donc, on est à votre disposition et on est bien équipé en outils numériques pour dialoguer avec vous. Voilà. Écoutez, nous vous remercions tous. Je remercie également le Hub Francia, dans lequel, comme ça a été dit, on est un membre actif. Pour cette organisation. Nous allons vous fermer dans 1 minute. Je vois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. Écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous a plu. Vous aurez l'ensemble des documents et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour aller plus loin. Merci à tous et bonne continuation malgré cette période qui est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de travail dans la data. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci à Eric. Et merci au Hub. Au revoir. Au revoir.